Comment arrêter de penser au travail quand on est chez soi ou en vacances? C'est une des problématiques que je rencontre le plus souvent en coaching dans la gestion du temps et l'organisation, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cet épisode de podcast, parce que c'est souvent quand vous avez fini de travailler, votre cerveau, lui, il n'a pas vraiment raccroché, et vous vous dites mais pourquoi je pense encore au travail à 22h, ou alors si vous avez des enfants, si vous êtes marié, peut-être qu'ils vous disent mais papa ou maman, selon qui vous êtes, euh, pourquoi tu penses encore au travail? Pourquoi on a l'impression que tu réponds pas à nos questions, etc. Pourquoi tu as le regard dans le vide? Et en fait, eh ben, le travail, il est partout chez vous. Votre cerveau ne peut pas s'en remettre parce que sans frontière mentale, il n'y a pas de vraie coupure. Et c'est justement ce qu'on va voir. Je vais vous donner 4 tips ici pour arrêter de penser au travail quand on est chez soi ou en vacances. Juste avant d'attaquer, pensez à vous abonner. Je vous laisse quelques secondes. Regardez, je vais rester 3 secondes sans parler. Juste le temps de vous abonner. Et éventuellement de mettre même 5 étoiles quand vous le pouvez. Ça y est, c'est fait. J'espère que vous l'avez fait. Je vous fais confiance. Bienvenue dans OBT. Ici, avec Pascal, on prend la productivité à contre-courant. Pas de leçon de morale. On discute, on partage nos méthodes, nos galères aussi. Et surtout, on dézingue la culpabilité que vous balancent tous les gourous du « fais plus, dors moins ». Le but, que vous passiez un bon moment et que vous ayez envie de passer à l'action, tranquillement, à votre rythme. C'est super bien présenté, Kev. Ce que je vous propose, c'est qu'on attaque tout de suite. Salut, c'est Pascal Dumont, bienvenue dans un nouvel épisode de OBT, et aujourd'hui on va voir comment arrêter de penser au travail quand on est chez soi ou en vacances. Je vais vous donner 4 astuces que je vais mettre en place, mais juste avant je vais vous expliquer pourquoi c'est comme ça, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, notamment quand on est freelance, quand on travaille de chez soi, on a du mal à faire cette coupure et pourquoi on voit le travail partout. Imaginez cette scène, c'est 20h, vous êtes à table avec votre famille, le repas il est bon, et la conversation, elle tourne. Et vous, vous êtes là, physiquement, évidemment, mais ailleurs, mentalement. Vous pensez à ce dossier que vous n'avez pas terminé, à ce mail que vous aurez dû envoyer, etc., à la réunion de demain matin qui n'a pas encore été préparée, etc. Alors oui, vous allez sourire, au bon moment, vous allez hocher la tête, vous allez parfois répondre par des monosyllabes, des oui, non, hein, mais en vrai, vous n'êtes pas vraiment là. Et le pire, c'est que vous le savez, et ça vous range encore un peu plus. Et ça, c'est ce que vivent des milliers de travailleurs, en fait, chaque jour, tout simplement. Et ça s'est accentué encore plus avec le télétravail et aussi avec toutes les personnes qui travaillent de chez elles. Moi, par exemple, c'est mon cas, je travaille de chez moi, j'ai un bureau chez moi, et très vite, on peut dériver et toujours penser boulot, boulot, boulot. Alors, c'est pas forcément une question de manque de volonté ou de mauvaise volonté, c'est pas forcément un manque d'organisation, c'est pas forcément une faiblesse de caractère, c'est simplement une conséquence directe d'un problème qui est structurel, que le travail crée, que la pression crée, que le télétravail a créé aussi, et qu'en fait, personne n'a vraiment expliqué. Parce qu'en fait, quand votre environnement de travail et votre environnement personnel sont sous le même espace physique, votre cerveau, il ne sait plus quand s'arrêter. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais vous donner des tips qui sont à la fois pour ceux qui travaillent chez eux et ceux qui ne travaillent pas chez eux, évidemment. Alors, je vais vous expliquer pourquoi ça arrive et surtout vous donner des outils concrets. On va voir, ça va être issu de la psychologie, de la PNL, de l'analyse transactionnelle, de l'école Palo Alto, etc. En gros, tout ce que j'ai un peu moins appris et mis en place au fur et à mesure pour baisser cette charge mentale et pour vraiment arrêter de penser au boulot H24. Alors, je sais bien, il y a peut-être parmi vous des célibataires qui m'écoutent et vous vous dites, moi je m'en fous de toute façon, moi c'est ma boîte, je pense, si j'ai envie d'y penser, au boulot, etc. Voilà, il n'y a aucun problème, vous faites bien ce que vous voulez, évidemment. À partir du moment où vous avez un état d'esprit, vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de changer ça, écoutez les 4 tips que je vais pouvoir vous donner. Alors déjà, pourquoi votre cerveau ne coupe pas? Il y a la science derrière le problème, quelque part. Pour comprendre ce qui se passe, il faut commencer par comprendre comment le cerveau associe les environnements aux états mentaux. En neurosciences, on a vu que le cerveau, c'est une machine à association, notamment tout ce qui est avec la mémoire émotionnelle et l'amygdale. Il enregistre en permanence des liens entre les contextes et les états internes. C'est ce qu'on appelle la mémoire contextuelle. En fait, quand vous allez répéter suffisamment souvent une activité dans un contexte donné, le cerveau, il finit par associer le contexte à l'activité.
Et donc, voir le contexte, ça suffit à déclencher l'état mental correspondant. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes ont du mal à s'endormir si elles travaillent dans leur lit, par exemple. Parce que le lit, il devient associé à l'éveil cognitif. Et c'est pour ça que certaines personnes aussi salivaient quand elles entendaient la cloche dans les célèbres expériences du physiologiste Ivan Pavlov. Je pense que vous avez déjà tous entendu. C'est sur le conditionnement classique. Et c'est exactement ça. Lorsque vous, en fait, pensez travail dans votre salon, dans votre cuisine, dans votre chambre, eh ben, votre cerveau a appris par répétition que cet espace est un espace de travail. Et encore plus, le problème du télétravail, c'est qu'il vient casser la séparation spatiale qui permettait avant au cerveau de basculer naturellement entre ces deux états. C'est-à-dire que quand vous preniez votre voiture pour aller au bureau, le trajet fonctionnait comme un rituel, on va dire, de transition. Et donc votre cerveau, il passait progressivement en mode travail à l'aller et revenait en mode personnel au retour. Et cette transition, ce n'était pas évidemment du temps perdu, c'était neurologiquement, en fait, du temps de recalibration. Il fallait qu'il se recalibre. Quand on est en télétravail, quand on bosse de chez soi, cette transition-là, elle n'existe plus. Et ça ne veut pas dire que ceux qui travaillent ailleurs que chez eux ne pensent plus au boulot quand ils rentrent. On est bien d'accord. Et selon en plus les postes que vous avez et les responsabilités que vous avez évidemment, vous pensez très souvent au travail. En général, ceux qui pensent beaucoup au travail de cette façon-là, ce sont les entrepreneurs, ce sont les personnes qui sont à leur compte. Beaucoup moins quand on est salarié. Encore une fois, après, évidemment, je ne vais pas faire une généralité, ça dépend aussi des postes que vous avez lorsque vous êtes salarié. Et donc, quand on est au travail, chez soi, la transition n'existe plus. Et en fait, sans frontière spatiale, une frontière, j'entends temporelle, une frontière temporelle claire, le mode de travail va rester actif en arrière-plan. Comme un peu une app qu'on n'a pas vraiment fermée, mais qui continue à tourner et à consommer de votre énergie. Et c'est la fameuse charge mentale, justement. Alors, qu'est-ce qui se dit sur les différentes thèses ? L'école de Palo Alto, qu'est-ce qu'elle dit ? L'école de Palo Alto, c'est quoi ? C'est un regroupement de chercheurs en communication et en systémique qui a été fondé dans les années 50 par Bateson, Gregory Bateson, par Paul Watzlawick et par Don Jackson. Et ils ont développé une idée fondamentale qui est le sens d'un comportement ne vient pas du comportement lui-même, mais du contexte dans lequel il s'inscrit. Je ne vais pas faire un épisode là-dessus. Ceci dit, si ça vous intéresse, mettez-le dans les commentaires. L'école de Palo Alto, moi j'aime beaucoup. Et en fait, l'idée, ça montre que on vit dans des cadres qui organisent notre perception, notre comportement de façon automatique. Et ces cadres, ils sont définis par des signaux contextuels, soit des lieux, des sons, des rituels, des objets. Et tant que ces signaux, en fait, ils restent présents, le cadre reste actif. Et donc, si on applique ça au télétravail, par exemple, ça donne ça. Si vous travaillez au même bureau que celui où vous regardez les films le soir, que vous utilisez le même ordinateur pour les dossiers professionnels et pour les conversations personnelles, si votre téléphone professionnel ne s'éteint jamais, alors les signaux contextuels du travail sont toujours présent, omniprésent même. Le cadre de travail, quelque part, il ne se referme jamais vraiment. Et donc, votre cerveau, il reste dans cet état de veille professionnelle permanente. Et si, en plus, vous entreprenez en couple, imaginez. Donc, en gros, selon les études de l'école de Palo Alto, si vous voulez changer d'état, vous devez changer de cadre. Et si vous ne pouvez pas changer d'espace physique, vous devez vous créer des signaux alternatifs suffisamment puissants pour que le cerveau comprenne que le cadre a changé. Et c'est exactement que là vont intervenir les outils que je vais vous présenter. Et c'est des outils que je suggère d'utiliser à toutes les personnes que je coach pour leur organisation, pour leur gestion du temps, même au niveau de leur communication en famille, etc. Donc la première des choses, le premier tips, c'est de créer un rituel, ce qu'on appelle de fermeture, avec une encre sensorielle. Donc ça, c'est tiré de la PNL, programmation neuro-linguistique. Une encre en PNL, c'est quoi ? C'est un stimulus sensoriel. Donc visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif. Okay ? Et ça va être associé à ce qu'on appelle un état interne précis. Et donc en fait, quand vous allez réactiver l'encre, vous allez réactiver l'état. Les encres, elles se créent partout et tout le temps. Et souvent sans qu'on le décide. Par exemple, il va y avoir une chanson qui va vous replonger instantanément dans un souvenir d'adolescence. Il va y avoir une odeur qui vous ramène dans la cuisine de votre enfance. C'est un peu l'idée de la Madeleine de Proust, si vous voulez. Okay ? Il y a un lieu qui va vous donner immédiatement envie de vous détendre. Et ça, ce sont des encres naturelles. Moi, par exemple,
chez mes grands-parents, du côté de Charolles, il y avait souvent des tourterelles. Les ouhou, ouhou. Je le fais super bien, la tourterelle. Il y avait ça. Et bien à chaque fois que j'entends une tourterelle, ça me ramène à cette enfance-là. Ça, c'est une encre, ok. Et donc l'idée, aujourd'hui, là, ça va être d'en créer une intentionnellement pour signaler la fin du travail. Alors comment on peut faire? Déjà, vous allez choisir une musique ou une playlist que vous n'écoutez que dans un seul contexte. La fin de votre journée de travail. C'est hyper important. C'est pas dans la voiture, pas en faisant le ménage, pas le week-end. Uniquement au moment où vous allez terminer votre boulot. Et cette musique, idéalement, évidemment, elle doit être associée à un état de détente et de transition, ou un état en tout cas où vous êtes heureux. Quelque chose qui vous apaise naturellement. Ok? Et comme ça, chaque fois, ou chaque soir, ou chaque fois, comme vous voulez, au moment où vous allez fermer votre ordinateur, vous allez décider de lancer cette musique. Et pendant qu'elle joue, cette musique, vous allez effectuer un rituel de clôture. Vous allez ranger votre bureau, par exemple. Vous allez fermer les onglets de votre ordinateur. Vous allez noter dans un carnet la chose la plus importante que vous devez faire le lendemain, pour libérer votre cerveau de la charge mémorielle, par exemple. Je vous l'ai déjà expliqué dans plusieurs épisodes. Et si vous avez un bureau dédié, vous allez pouvoir fermer la porte de cette pièce en sortant. Vous allez pouvoir littéralement la fermer. Et ce rituel-là, si vous le répétez chaque soir, à la même façon, va progressivement devenir une encre puissante. Et au bout de quelques semaines, la musique seule suffira à déclencher dans votre cerveau le signal de transition. C'est du conditionnement, exactement comme Pavlov, mais du coup, appliqué, on va dire, consciemment à votre bénéfice. La fermeture de la porte du bureau, j'y reviens rapidement, parce que c'est intéressant qu'on s'y attarde. C'est un geste simple, mais neurologiquement qui est significatif, parce que le cerveau, il traite les frontières physiques comme les frontières mentales. Et donc, il y a des recherches en psychologie cognitive qui montrent que passer une porte déclenchait un événement de réinitialisation dans la mémoire de travail. Donc, quelque part, en fermant physiquement la porte de votre espace de travail, vous envoyez à votre cerveau un signal concret. Ce chapitre est clos, il est terminé. La journée est terminée. Donc ça, c'est le premier tip. C'est vraiment se créer cette encre-là. C'est pas compliqué à faire. Vous pouvez le faire tout de suite après l'épisode. Tips numéro 2, vous allez pouvoir utiliser la visualisation. Et on va utiliser la visualisation du coffre-fort pour vider votre mémoire de travail. Une des sources majeures de rumination professionnelle le soir, notamment quand on rentre, quand on termine la journée, c'est pas que le travail soit urgent ou important, c'est que le cerveau a peur d'oublier. Il maintient du coup, en fait, activement des pensées professionnelles comme une sorte de garde-fou. Si j'arrête d'y penser, je vais rater quelque chose. Et ça, c'est un mécanisme évidemment de protection. Et il ne s'éteint pas juste avec la simple volonté du Saint-Esprit. Okay, il s'éteint quand le cerveau a la certitude que les informations sont en sécurité quelque part. Et la technique du coffre-fort, c'est une visualisation issue des pratiques, évidemment, de la PNL, de l'hypnothérapie aussi, et qui va exploiter justement ce mécanisme. Alors comment on fait? À la fin de votre journée, installez-vous confortablement pendant 5 minutes dans votre fauteuil ou peu importe, dans un endroit où vous êtes bien. Fermez les yeux et visualisez un coffre-fort, le vôtre, ok, celui que votre imagination va proposer. Il peut être massif, en acier, avec une roue à combinaison, peu importe. Il peut être en bois ancien, avec une serrure à clé, etc. Il peut être même numérique, si vous voulez, futuriste, peu importe. Ce qui compte, c'est qu'il soit solide et qu'il le soit bien. Ok ? Deuxième étape, vous allez visualiser chacun des dossiers en cours que vous avez. Et ensuite, vous allez visualiser chacun de vos dossiers en cours, chaque tâche qui sont en suspens, chaque préoccupation professionnelle. Vous allez visualiser comme un objet physique que vous pouvez tenir dans les mains. Ça peut être un dossier, un document, une boîte, peu importe. Et une par une, vous placez ces choses dans le coffre-fort. Et vous les regardez entrer. Et vous sentez quelque part le poids qui quitte en fait vos mains. C'est-à-dire que vous sentez le dossier qui fout le camp. Et quand tout est à l'intérieur, vous fermez le coffre-fort, vous tournez la roue, la clé, peu importe. Vous entendez un clac qui vous dit « Ok, le coffre-fort est fermé ». Ces dossiers, ils sont en sécurité, ils iront nulle part, et vous les retrouverez demain matin, exactement là où vous les avez laissés. Mais le soir, ils ne vous appartiennent plus. Ok ? Et vous pouvez même mettre des horaires. Je rouvre le soir, le matin à partir de 8h, de 9h, etc. Peu importe. Comme ça, vous n'êtes pas pris à 7h du matin quand vous vous levez, vous ne pensez pas au boulot. Donc, cette visualisation, ça peut être un peu con, ok, mais en fait, ça l'est pas. Ça exploite parfaitement le fait que le cerveau ne distingue pas très bien entre
l'expérience réelle et l'expérience fortement imaginée. Ce qu'on appelle en neurosciences la stimulation mentale. Et donc, en fait, en rangeant symboliquement les dossiers que vous mettez dans votre coffre-fort, bah, vous donnez à votre cerveau le signal qu'il cherche. C'est-à-dire que les informations sont stockées, donc, ok, tu peux relâcher la vigilance. Et donc, je vous invite à associer le tips 1, donc la musique de transition, à cette visualisation. Et là, vous allez renforcer 2 encres simultanément et ça va être ultra puissant. Le troisième tips que je vous invite à suivre, c'est de restructurer votre dialogue intérieur avec une méthode de l'analyse transactionnelle. Je vais pas revenir sur ce que c'est l'analyse transactionnelle, ça a été développé par le psychiatre Eric Berne dans les années 50-60. En fait, il part du principe qu'en vous, en nous, on a 3 états, ce qu'on appelle les états du moi. Il y a le parent, il y a l'adulte et il y a l'enfant. Donc le parent, c'est les injonctions, les valeurs intériorisées, etc. Il y a l'adulte, ça va être le traitement rationnel et adaptatif du présent, et il y a l'enfant, c'est les émotions, les besoins, les réflexes primaires, etc. Et en fait, ce qui va maintenir beaucoup, notamment de personnes qui sont en télétravail, dans un état, on va dire, de travail mental permanent, c'est souvent un dialogue intérieur piloté par le parent intérieur. C'est-à-dire, ce sont des voix intérieures qui ressemblent à des injonctions. T'as pas le droit de t'arrêter tant que c'est pas fini, si tu te reposes maintenant, tu vas reprendre du retard, etc. Les autres continuent à travailler, mais toi tu t'arrêtes et tout. Et ces phrases, elles sont pas rationnelles, elles sont héritées souvent de l'enfance. Des modèles qu'on a observés, des messages qu'on a reçus sur la valeur du travail, de l'effort, etc. Et là, ça fait un lien, je vous ramène avec les différents drivers qu'on a vus dans plusieurs épisodes de podcast. Okay, les fameux sois parfait, fais des efforts, sois fort, etc., etc. Et donc là, ça va alimenter massivement l'état du moi par an. Okay, qui va critiquer ou qui va refuser d'autoriser la coupure. Et donc ce que je vous propose ici, c'est de restructurer ça. C'est d'apprendre à reconnaître la voix du parent intérieur quand elle parle et ensuite y répondre depuis l'état adulte, de façon rationnelle et bienveillante. Concrètement, ça ressemble à ça. Alors ça peut vous paraître un peu con-con, mais vous allez entendre intérieurement. Ah, t'aurais pas dû t'arrêter, il reste encore des choses à faire. Mais plutôt que subir cette voix, okay, ou de lutter contre elle, ce qui va faire qu'amplifier leur rumination, vous allez pouvoir l'identifier. En gros, vous allez dire, ok, ça c'est mon parent intérieur qui me parle. Cette injonction, c'est pas une réalité objective, c'est un héritage. Ok, j'ai été conditionné pour ça. Et donc vous allez lui répondre en étant adulte. Ok, écoute-moi garçon, j'ai travaillé X heures aujourd'hui, les tâches importantes elles sont notées pour demain, m'arrêter ce soir c'est une décision qui est rationnelle qui me permettra d'être plus efficace demain. Et aujourd'hui, être présent par exemple avec ma famille ce soir, c'est une priorité qui a de la valeur. Et juste cette structuration-là demande de la pratique évidemment au début, mais avec la répétition, ça va permettre de vous recaler progressivement avec le dialogue intérieur. C'est pas juste de la pensée positive naïve, ok, c'est vraiment un travail actif sur les schémas cognitifs qui maintiennent en fait cet état de tension. Et donc en gros, vous vous donnez la permission de vous arrêter vraiment. Et ça, c'est un acte psychologiquement qui ne va pas de soi pour beaucoup de personnes. Ok ? Donc amusez-vous, voilà, à dialoguer comme ça avec ces 2 différentes parties de vous. On ne parle pas ici de l'enfant, on parle vraiment entre le parent, qui est très normé, qui voilà, donne des règles, et l'adulte. C'est bon, je suis assez grand pour choisir ce qui est bien pour moi. Ok ? 4e tips, on va appliquer ce qu'on appelle un recadrage contextuel, notamment grâce à l'école de Palo Alto. Donc si on imagine que vous travaillez dans votre domicile, le recadrage contextuel, ça consiste à créer en fait des signaux physiques et sensoriels suffisamment distincts pour que le cerveau enregistre 2 cadres différents dans le même espace. Donc ça peut être quoi ? La lumière, c'est un des signaux les plus puissants. Donc si vous travaillez sous une lumière blanche froide et que vous allez passer en lumière chaude en fin de journée, une lampe de salon, des bougies, peu importe. Enfin des bougies, je sais pas s'il y en a encore qui s'allument à la bougie, mais ça peut être intéressant pour avoir une ambiance un peu chaleureuse. Eh bien, vous allez modifier le signal sensoriel, okay, dominant de votre environnement. Donc le cerveau, grosso modo, il va associer la lumière chaude au repos et à la convivialité, et ça, c'est un signe de recadrage simple et efficace. C'est un petit peu comme quand vous mettez votre musique. Donc là, l'objectif, c'est si vous travaillez sous des néons, si vous travaillez avec des lumières artificielles, etc., ce qui est très important, c'est que l'endroit où vous allez aller ensuite à la fin du boulot ait des lumières totalement différentes. On parle aussi de la tenue vestimentaire. Elle est souvent sous-estimée. Et dans ma formation, le système timer, c'est quand je parle du mode en scène et hors scène.
Je vais vous expliquer. Si vous travaillez en tenue de bureau, même à domicile, et que vous changez de vêtements à la fin de journée, ce rituel physique envoie un signal fort au corps et au cerveau. Le rôle, il a changé. Vous n'êtes plus en mode professionnel. C'est un marqueur identitaire qu'on appelle, en fait, en analyse transactionnelle, si on revient dessus, un changement d'état du moi visible de l'extérieur. Ok ? Et ça, c'est super important. Et la première chose que je dis à tout le monde de faire quand ils rentrent du boulot, c'est changez-vous. Et là, c'est les modes en scène et hors scène. C'est-à-dire qu'au départ, c'est pareil. Quand vous êtes en télétravail, que vous, admettons, vous dormez, vous avez une tenue du matin. Ne faites pas vos visios, ne travaillez pas en tenue du matin. Forcez-vous à aller dans la salle de bain, vous passez sous la douche ou de l'eau, peu importe, mais à vous changer de tenue. C'est-à-dire que vous êtes hors scène, donc hors scène de travail, et quand vous vous changez en tenue de bureau, vous montez en scène. Une fois que c'est terminé, hop, vous repassez hors scène et vous mettez d'autres vêtements. Très, très important. L'espace de travail mérite d'être délimité le plus clairement possible, même dans un petit appart. Si vous n'avez pas de bureau dédié, il faut que ce signal en fait visuel marque une frontière. Donc on a vu la lampe, on peut avoir une lampe d'ailleurs qu'on allume uniquement pour travailler. On peut avoir un casque qu'on met uniquement en mode travail. On peut avoir un tapis sous le bureau. Bref, tout ça, ça semble symbolique, mais ça ne le sont pas. Ce sont des ancrages spatiaux qui aident votre cerveau à construire des associations claires. Et enfin, si possible, évitez d'utiliser le même écran pour le travail et pour les loisirs, c'est inévitable, ça crée au moins une séparation virtuelle. Il y a un profil d'utilisateur différent pour votre ordinateur, un navigateur différent pour le travail et pour le perso, etc. Ces frontières numériques, bien qu'évidemment invisibles physiquement, contribuent aussi à construire des cadres distincts dans votre cerveau. Voilà les 4 tips. Franchement, vous pouvez les mettre en place très rapidement. C'est très facile. Il faut simplement, au départ, un peu déjà avoir l'état d'esprit de vouloir les mettre en place. Et vous allez voir que c'est très, très puissant. Dernière chose que je voulais voir, c'est ce que j'appelle la présence comme compétence. C'est vraiment quelque chose qui est important à rajouter, parce que je pense qu'on ne le dit pas assez. Être présent avec sa famille, avec ses amis, avec ses proches, c'est pas un état naturel qui arrive automatiquement. Notamment, on ne dit pas, tiens, je ferme mon ordinateur, ça y est, tout est rose, je suis présent avec ma famille, etc. Non, c'est une compétence et ça se cultive. Il y a eu plein d'études qui ont montré que l'attention, par exemple, c'est un muscle. Elle se développe avec la pratique. Et dans une époque où tout est conçu pour fragmenter notre attention, la maintenir sur une seule chose, une conversation, un repas, une présence, etc., ça demande un effort actif. Et donc, ce que les rituels et les outils là que je viens de vous présenter, les 4 tips que je viens de vous demander de faire, je vous suggère de faire en tout cas, c'est justement de créer les conditions de cette présence-là. Ça ne garantit pas évidemment automatiquement. Peut-être qu'il y en a qui vont mettre une semaine à le faire, 2 jours, et ça va être super bien, d'autres qui vont mettre un peu plus longtemps. Mais ils vont éliminer les obstacles principaux qui les en empêchent. C'est ça qui va être important. Même si vous ne travaillez pas chez vous, vous travaillez ailleurs dans un bureau, à partir du moment où vous mettez cette musique, vous êtes en transition. C'est ça qui va être important. Ça peut être la voiture, le départ de cette musique-là, vous mettez dans votre casque, quand vous prenez un bus, peu importe. Il y a ce truc qui fait OK, j'ai switché. Et une fois que vous avez fait la fermeture de votre journée, que vous avez rangé les dossiers dans votre coffre-fort, que vous avez mis votre musique de transition, que vous avez changé de tenue, fermé la porte de votre bureau, etc., vous êtes disponible. Et la disponibilité, c'est le premier pas vers la présence. Pour conclure, évidemment, c'est pas toujours facile. Et en plus, plus on a de responsabilités, plus on a l'impression qu'on est chargé. Je le conçois tout à fait. Mais vous ne pouvez pas être totalement au travail, totalement présent en même temps. Le cerveau, il ne fonctionne pas ainsi. Donc choisir d'être là, vraiment, à les moments qui comptent, c'est ça qui est important. Et pas être au travail, quand vous devez être avec votre famille, ou dans un moment sympa, de sport, etc. Les techniques que je vous ai présentées aujourd'hui ne sont pas des gadgets, sont vraiment ancrées depuis des décennies. Ça existe vraiment depuis très longtemps en neurosciences, en psychologie, en thérapie systémique. Elles fonctionnent parce qu'elles travaillent avec le cerveau. Elles ne travaillent pas contre lui. Et c'est justement tout l'intérêt de mon système timer. Et j'espère que vous l'avez compris. Je me bats contre des trucs rigides. Je me bats depuis des années là-dessus. Tout le monde est différent. Tout le monde fonctionne différemment. On peut utiliser tous les mêmes outils, mais de façon différente. Et c'est là-dessus que je me bats. Et que je vais conclure, d'ailleurs, l'épisode. Vous le savez, vous commencez à le savoir.
Pour aller plus loin, il y a ce fameux système timer. Dedans, on vous fait vraiment prendre conscience de votre relation au temps, de comment y faire face pour retrouver derrière la sérénité et du temps avec vos proches, ou en tout cas pour ce que vous avez envie d'en faire, de ce temps-là qui va vous être libre. En moyenne, nos élèves, et c'est plus de 100 aujourd'hui qui nous ont rejoints, libèrent 7 heures en moyenne par semaine. Donc je ne sais pas quel coût horaire vous avez, mais si on prend même 50 € de l'heure, ok, vous vous libérez 7 heures par semaine, ça fait 350 €. Si c'est 100 € de l'heure, ça fait 700 € par semaine que vous économisez. Le temps, il est précieux, donc pensez-y avant quelque part qu'il soit trop tard. Je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode d'OBT. Ciao.